Nous abordons maintenant la partie statistique du cours. Jusqu'ici, nous avons étudié les résultats probabilistes qui justifient les lois limites des extrêmes. Les lois GEV pour les maxima, les lois GPD pour les dépassements de seuil, ainsi que les processus ponctuels pour représenter les occurrences d'événements rares. La question devient maintenant, à partir d'un échantillon observé, comment utiliser concrètement ces résultats pour estimer le comportement de la queue. La première décision concerne le type de données extrêmes que l'on souhaite retenir. On peut travailler avec des maxima par bloc, par exemple des maxima annuels, ce qui conduit naturellement à un modèle GEV. On peut conserver tous les dépassements d'un seuil élevé, ce qui conduit à l'approche POT et à la loi GPD. On peut également utiliser les records, qui dépendent de l'ordre chronologique d'apparition des observations, ou les plus hautes statistiques d'ordre, c'est-à-dire les plus grandes valeurs de l'échantillon, particulièrement utiles pour estimer l'indice de queue. Enfin, certaines analyses peuvent partir de l'ensemble des données avant de sélectionner plus précisément la région extrême. Il n'existe donc pas une méthode statistique unique pour les extrêmes. Le choix dépend de l'objectif, de la taille et de la fréquence des données, mais aussi de leur structure temporelle. Cette sélection des données est déjà une étape de modélisation. Avant de choisir une méthode d'estimation, plusieurs principes doivent guider l'analyse statistique des extrêmes. Le premier est la compatibilité avec le mécanisme qui a généré les données. Un modèle ne doit pas être retenu uniquement parce qu'il fournit un ajustement graphique satisfaisant. Il faut aussi examiner la stationnarité, l'indépendance, l'homogénéité du portefeuille ou du phénomène observé et l'existence éventuelle de bornes physiques ou contractuelles. Le deuxième principe est de disposer de diagnostics permettant de confronter les données au modèle. Les QQ-plots, les graphiques de type Pareto ou, plus loin, les graphiques de dépassement moyen servent précisément à repérer des écarts systématiques entre le comportement empirique et le comportement théorique attendu. Le troisième principe concerne le caractère asymptotique de la théorie. Les lois GEV et GPD sont des formes limites. Dans un échantillon réel, la taille des blocs ou le niveau du seuil reste fini. La question n'est donc pas seulement de savoir si un théorème de convergence s'applique lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Il faut se demander si l'approximation est déjà suffisamment bonne pour les données dont nous disposons. C'est cette question pratique qui va guider les exemples suivants. Choisir une représentation des extrêmes, examiner les données, puis vérifier si le modèle limite paraît crédible sur la région qui nous intéresse. Cette figure illustre immédiatement la différence entre deux façons d'extraire l'information extrême à partir d'une même série. Le graphique du haut présente les niveaux élevés de la River Need dans le Yorkshire au-dessus du seuil 65. On conserve donc ici plusieurs événements extrêmes lorsqu'ils se produisent au cours d'une même année. C'est la logique des dépassements de seuil. Toutes les observations suffisamment grandes peuvent contribuer à l'analyse. Le graphique du bas présente les maxima annuels correspondants. Cette fois, une seule valeur est retenue par année. On obtient un échantillon plus petit, mais dont l'interprétation temporelle est très claire. Chaque observation représente le niveau maximal atteint au cours d'une année. Cette comparaison résume le compromis entre l'approche par bloc et l'approche POT. Les maxima annuels conduisent naturellement à la loi GEV et sont particulièrement adaptés lorsque l'objet d'intérêt est un maximum annuel ou un niveau de retour annuel. En revanche, ils peuvent perdre de l'information lorsqu'une même année contient plusieurs crues importantes. Les dépassements de seuil utilisent davantage de valeurs extrêmes, mais imposent de choisir un seuil et de vérifier que ce seuil est suffisamment élevé pour que l'approximation par une loi GPD soit pertinente. Nous passons à un exemple actuariel avec les sinistres d'un portefeuille incendie exprimé en milliers de francs suisses. Le graphique supérieur montre d'abord la succession des montants de sinistres. On voit immédiatement une très forte hétérogénéité. Beaucoup de sinistres
sont relativement modestes, tandis que quelques observations atteignent des montants beaucoup plus élevés. Les deux histogrammes du bas séparent ensuite les sinistres situés en dessous et au-dessus du niveau de 5 000 francs suisses indiqué sur la slide. Cette séparation fait apparaître deux échelles très différentes. La masse des observations est concentrée sur les petits montants, alors que la partie supérieure de la distribution est beaucoup plus étalée. C'est exactement la difficulté rencontrée en assurance avec les queues de distribution. Un ajustement satisfaisant au centre peut être peu informatif pour les sinistres les plus coûteux. Or, ce sont précisément ces grands sinistres qui peuvent avoir un impact majeur sur la charge totale, la réassurance ou les mesures de risque. Cet exemple motive donc une analyse spécifique de la queue. Plutôt que de chercher immédiatement une loi unique pour tous les sinistres, on peut examiner séparément les observations élevées et rechercher un modèle adapté à leur comportement extrême. Cet exemple concerne les logs rendements journaliers de l'action BMW entre janvier 1973 et juillet 1996, soit 6146 observations. Le graphique de gauche représente la série chronologique. La plupart des rendements restent proches de zéro, mais on observe ponctuellement des variations positives ou négatives beaucoup plus importantes. On remarque également que l'amplitude des fluctuations n'est pas parfaitement constante dans le temps. Certaines périodes semblent plus agitées que d'autres. Ce type de graphique est donc essentiel avant toute hypothèse d'indépendance et de distribution identique. L'histogramme de droite est très concentré autour de 0, tout en présentant des queues visibles. Une telle représentation montre pourquoi une analyse limitée à la moyenne et à la variance peut être insuffisante lorsqu'on s'intéresse aux mouvements de marché les plus importants. Pour appliquer la théorie des valeurs extrêmes aux pertes financières, on peut transformer les rendements négatifs en pertes positives et étudier leur queue droite. Mais avant d'ajuster un modèle GEV ou GPD, il faut vérifier si la dépendance temporelle, les périodes de forte volatilité ou d'éventuelles ruptures rendent crédible l'hypothèse IID. Cet exemple rappelle donc qu'une analyse extrême commence toujours par l'examen du processus générateur des données et pas seulement par le choix d'une distribution. Nous introduisons maintenant l'un des outils les plus classiques de l'analyse exploratoire, le graphique quantile-quantile ou QQ-plot. L'idée repose sur une propriété simple. Si l'on connaît la véritable fonction de répartition des données et qu'on applique cette fonction aux observations, on obtient des variables uniformes entre 0 et 1. Cette propriété permet de relier les observations ordonnées de l'échantillon au quantile théorique d'une distribution de référence. Concrètement, on classe les observations de la plus grande à la plus petite, puis on associe à chaque rang un niveau de probabilité empirique. À ce niveau correspond un quantile théorique de la loi que l'on souhaite tester. Le QQ-plot confronte donc directement les quantiles observés et les quantiles théoriques. Si la loi de référence décrit correctement les données, les deux séries de quantiles doivent évoluer de manière compatible et le nuage de points doit être proche d'une droite. Une translation ou un changement d'échelle modifie la droite, mais pas son caractère linéaire. Dans la théorie des extrêmes, ce qui nous intéresse surtout est la partie correspondant aux plus grandes observations. Un QQ-plot peut être assez linéaire au centre, tout en se déformant fortement dans la queue. Cette déformation est précisément une information sur l'inadéquation du modèle pour les événements rares. Le QQ-plot est donc un outil de diagnostic, pas une preuve formelle. Il aide à choisir une famille de distribution et à identifier la région où l'ajustement devient problématique. Comment lire concrètement un QQ-plot ? Le premier critère est l'alignement. Lorsque les données proviennent à une transformation de position et d'échelle près de la distribution de référence, les points doivent être approximativement disposés le long d'une droite. Il ne faut donc pas exiger que cette droite ait nécessairement une pente égale à 1. Ce qui compte d'abord est sa linéarité.
Le deuxième élément est la courbure. Elle signale une différence de forme entre la distribution empirique et la distribution théorique. En particulier, les divergences dans les extrémités du graphique renseignent sur les différences d'épaisseur des queues. Si une distribution possède des queues plus lourdes que l'autre, les quantiles extrêmes s'écartent de plus en plus de la relation linéaire. Dans une analyse classique, on peut regarder l'ensemble du graphique. En théorie des valeurs extrêmes, la partie supérieure est plus importante. C'est elle qui correspond aux grandes observations et donc à la queue droite. Il faut également éviter une lecture trop mécanique. Quelques points extrêmes sont naturellement variables, surtout lorsque l'échantillon est limité. On recherche donc plutôt une déformation systématique qu'un écart isolé. Le QQ-plot permet ainsi de répondre à une question ciblée. La forme de la distribution de référence est-elle compatible avec la partie des données qui nous intéresse, en particulier avec les quantiles les plus élevés? Cette figure montre pourquoi la courbure d'un QQ-plot est informative. Dans le graphique A, des données simulées selon une loi exponentielle sont comparées à une loi exponentielle. Le nuage est presque rectiligne, la distribution de référence est donc cohérente avec les données. Dans le graphique B, des données uniformes sont comparées à cette même référence exponentielle. La forte courbure vient notamment du fait que la loi uniforme possède une borne supérieure, alors que la loi exponentielle ne possède pas de borne finie. Leur comportement dans la queue est donc structurellement différent. Le graphique C compare des données log normales à la loi exponentielle. Là encore, la courbure est nette, mais pour une autre raison, la log normale a une queue beaucoup plus étalée que l'exponentielle. Les plus grands quantiles s'éloignent fortement de ceux prévus par la référence. Enfin, le graphique D compare des données de Student à 4 degrés de liberté à la loi normale standard. La forme en S traduit les différences entre les deux queues. La loi de Student produit davantage de valeurs extrêmes que la loi normale. Ces 4 exemples montrent qu'un QQ-plot ne sert pas seulement à dire si un modèle est bon ou mauvais. La forme de l'écart donne aussi des indications sur la nature du désaccord. Présence d'une borne, queue plus lourde ou queue plus légère que celle de la distribution de référence. Cette slide montre maintenant la sensibilité du QQ-plot aux paramètres de forme de la loi GEV. Dans le graphique A, des données de Gumbel sont comparées à la loi de Gumbel. Le résultat est pratiquement linéaire, comme attendu. Ce cas correspond à un paramètre de forme nul. Les 3 autres graphiques utilisent des données GEV, mais continuent à les comparer à la loi de Gumbel. On modifie donc uniquement le paramètre de forme. Dans le graphique B, ce paramètre est positif, égal à 0,3. La distribution possède une queue plus lourde que Gumbel et le QQ-plot présente une courbure nette. Dans le graphique C, le paramètre vaut moins 0,3. La distribution possède alors une borne supérieure finie, ce qui conduit à une déformation dans l'autre sens. Dans le graphique D, le paramètre positif est encore plus élevé, égal à 0,7. La queue est beaucoup plus lourde et l'écart à la référence Gumbel devient très prononcé. Cette comparaison est importante parce que le paramètre de forme xi est précisément le paramètre le plus délicat et le plus déterminant en théorie des extrêmes. Une petite modification de xi peut avoir un effet considérable sur les quantiles très élevés et sur les niveaux de retour. Le QQ-plot fournit donc une lecture qualitative de ce paramètre. Une absence de courbure soutient ici l'hypothèse Gumbel. Une courbure systématique suggère qu'un paramètre de forme non nulle est nécessaire et son orientation renseigne sur le caractère lourd ou borné de la queue. Cette slide résume plusieurs constructions de QQ-plot adaptées à des familles de distribution courantes. Pour une loi normale, on compare directement les observations ordonnées aux quantiles de la loi normale standard. Pour une loi log normale, on commence par prendre le logarithme des observations. Si le modèle log normal est pertinent, les valeurs transformées doivent alors se comporter comme des données normales. Pour une loi exponentielle,
les quantiles théoriques s'expriment simplement à partir du logarithme des probabilités de dépassement. Le QQ-plot correspondant doit être approximativement linéaire si la queue est exponentielle. Pour une loi de Pareto, on applique également une transformation logarithmique aux observations. Cette transformation est essentielle. Une queue en puissance devient alors une relation approximativement linéaire lorsque l'on la confronte au quantile exponentiel. Enfin, pour une loi de Weibull, on utilise une autre combinaison de transformations logarithmiques permettant, là encore, de ramener la famille étudiée à une relation linéaire. Le principe commun est donc plus important que les expressions elles-mêmes. On choisit une transformation qui rend linéaire le comportement attendu sous la famille de référence. On examine ensuite si les données suivent effectivement cette structure. Dans l'analyse des extrêmes, ces graphiques servent surtout à déterminer quelle représentation de la queue paraît la plus plausible avant de passer à une estimation paramétrique plus formelle. Nous revenons à une application actuarielle avec des dommages de tempête observés dans un portefeuille d'un assureur français. Les données regroupent des sinistres liés à différents phénomènes météorologiques, vents violents, tornades, éclairs, grêles, pluies torrentielles ou poids de la neige. L'ensemble initial représente environ 150 000 réclamations d'assurance habitation liées à la météo observées entre le 1er janvier 1990 et le 30 et 1 décembre 2000. Pour identifier des épisodes de tempête, la construction retenue utilise une fenêtre de 72 heures et un seuil de vent maximal de 100 km/h. Cette procédure conduit à 736 événements de dommages de tempête. Deux observations sont particulièrement importantes. Elles correspondent aux tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999. Elles sont extrêmement éloignées du reste des données et rappellent le poids potentiel de quelques événements majeurs dans le coût d'un portefeuille. La slide souligne également que les montants élevés ont tendance à apparaître simultanément dans les branches automobiles et multirisques habitation. Cela suggère l'existence d'un facteur commun. L'intensité d'une même tempête affecte plusieurs lignes d'assurance. Cet exemple montre donc qu'avant même l'estimation d'une queue marginale, il faut réfléchir à la définition d'un événement, à son agrégation temporelle et aux dépendances qu'il peut générer entre plusieurs composantes du portefeuille. La figure représente maintenant, pour chaque événement de tempête, les dommages dans les branches automobiles et multirisques habitation. Les deux axes sont en échelle logarithmique, ce qui permet de visualiser simultanément des montants allant de quelques unités à des valeurs extrêmement élevées. La majorité des points est concentrée dans la partie inférieure gauche. La plupart des tempêtes produisent des montants relativement modérés dans les deux branches. Mais le nuage présente une orientation ascendante. Lorsque les dommages habitation augmentent, les dommages automobiles ont également tendance à augmenter. Cette structure est cohérente avec l'idée évoquée sur la slide précédente. Les deux branches sont exposées à une intensité météorologique commune. Une tempête très sévère peut générer simultanément de nombreux sinistres habitations et automobiles. On distingue également quelques points très éloignés du nuage principal, notamment dans la partie supérieure droite. Ils correspondent aux épisodes les plus exceptionnels, parmi lesquels Lothar et Martin. Cette figure attire donc l'attention sur une limite de l'analyse univariée. On peut modéliser séparément la queue des dommages automobiles et celle des dommages habitation, mais cela ne suffit pas à décrire le risque de perte simultanément élevé. La dépendance entre extrêmes sera étudiée plus loin dans le cours dans le cadre multivarié. Nous terminons cette séquence avec le Pareto quantile plot, un graphique spécialement conçu pour détecter les queues de type Pareto. L'idée vient du domaine d'attraction de Fréchet. Pour une queue régulièrement variable, les très hauts quantiles augmentent approximativement comme une puissance du niveau de rareté. Après passage au logarithme, cette relation devient approximativement linéaire. La pente de la partie linéaire est directement reliée aux paramètres de forme xi. En pratique, on ordonne les observations de la plus grande
à la plus petite et l'on associe à chaque rang une mesure logarithmique de sa rareté. On représente ensuite cette quantité face au logarithme du montant observé. Les deux graphiques de la slide concernent les dommages habitation et automobile de l'exemple précédent. On constate que l'ensemble du nuage n'est pas parfaitement linéaire. En revanche, dans la partie correspondant aux observations les plus élevées, les points se rapprochent de davantage d'une droite. C'est précisément cette région qui est pertinente pour diagnostiquer un comportement de type Pareto. Il ne faut donc pas chercher une linéarité sur toute la distribution. Une loi de Pareto est ici un modèle de queue, pas nécessairement un modèle du centre des données. Enfin, la plage sur laquelle on juge cette linéarité est cruciale. Si l'on utilise trop peu de points, le diagnostic devient très variable. Si l'on descend trop bas dans l'échantillon, on inclut des observations qui ne sont peut-être pas encore dans le régime de queue. On retrouve ainsi le compromis biais-variance qui structure toute la statistique des extrêmes.